c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut se laisser aller aux confidences. Alors, si vous vous sentez tourmenté, un peu perdu face à une situation que vous n'arrivez pas à démêler, appelez-moi au 39 21 et ensemble, ainsi qu'avec l'aide des auditeurs qui peuvent nous faire part de leur vécu par courriel sur le site europe1.fr ou à travers leurs messages au 7 21 21. Vous voulez commencer par le mot nuit, eh bien nous essaierons de vous aider à avancer. Ce soir au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h si vous souhaitez témoigner ou réagir à un témoignage. Vous serez accueillis par Justin et par Asiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et tout de suite, nous accueillons Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous les auditeurs. Donc je suis intervenu à l'antenne il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous vous souvenez de mon histoire, Caroline. Oui, moi je me souviens, mais il faudrait que vous nous fassiez un petit récapitulatif, parce qu'effectivement vous voulez nous donner de vos nouvelles. Voilà, tout à fait. Vous étiez intervenu il y a quelques semaines. Vous vouliez en fait, vous ne saviez pas comment faire votre coming out à vos parents, c'est-à-dire en termes français, comment annoncer votre homosexualité à vos parents. Je précise que vous avez 26 ans. Voilà. Exactement. Et vous étiez d'autant plus ennuyé que vos parents étaient assez et assez hostiles vis-à-vis de l'homosexualité, puisque vous dites que vous l'aviez un peu abordé avec eux de façon plus générale et les propos étaient assez violents. Voilà, exactement. Et de plus, j'ai rencontré donc quelqu'un il y a quelque temps aussi. Oui. Enfin, ça fait maintenant pratiquement 2 mois. Oui, c'est un peu ça d'ailleurs qui vous donnait l'envie, de parler de ce que vous vivez et de votre homosexualité à vos parents. Exactement. Donc je me suis décidé, Caroline. Donc ça s'est passé donc non pas dimanche dernier, mais celui avant. Donc j'ai passé le week-end avec mon copain. On est parti en week-end. Alors je précise que vous vous êtes décidé malgré moi je sais que je personnellement je vous avais plutôt mise en garde et les auditeurs aussi, parce que précisons quand même que votre père était assez agressif, pour ne pas dire violent en parole. Il avait tendance à avoir même un peu être assez menaçant. Vis-à-vis de vous. Quelques fois où il avait été assez menaçant, oui, effectivement. Et ne parlons pas, vous dites intrusif, quant à vos sorties, extrêmement directif, alors que vous avez 26 ans, mais le soir par exemple du 31, vous demandant où vous sortiez, avec qui, exactement. Voilà, donc voulant un peu tout savoir de votre vie. Voilà, donc c'est vrai que vous m'aviez pas déconseillé vraiment, mais tant que vous viviez chez eux, en tout cas, puisque vous vivez chez vos parents. Voilà, je suis encore, on va dire, dépendant finalement de mes parents. Je vis encore chez eux. Mais donc ça s'est reproduit donc le dimanche soir quand je suis rentré de mon week-end. Ma mère m'a demandé de nouveau où est-ce que j'avais passé le week-end, enfin très insistante. Donc là, je n'ai rien dit. Et finalement, j'avais vraiment envie du coup de lui dire la vérité plutôt que de devoir à nouveau mentir. Donc je me suis décidé, c'est vrai que j'ai tourné, j'ai viré, elle a senti qu'il y avait quelque chose, que j'avais envie de dire quelque chose. J'avais un comportement, c'est vrai, assez voilà. Et donc finalement, je lui ai dit, écoute maman, si tu as un peu de temps, j'ai besoin j'ai envie de te parler, je vais te dire où j'étais ce week-end. Et donc elle est venue, elle a fait la démarche donc de venir me rejoindre dans ma chambre. Elle est restée debout, donc c'est vrai que c'était pas évident. Moi j'étais en train de lire sur mon lit.
Elle était debout. Elle me dit bon alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc là je lui ai dit que moi que c'est vrai qu'elle était donc je lui ai dit qu'elle était intrusive et que malgré le fait que je vivais chez eux, j'avais aussi une vie privée. Et donc j'ai commencé comme ça. Et donc là de suite elle a pensé que j'avais une copine. Parce qu'elle me l'a demandé. Elle me dit oui, je me doute bien que tu as une copine, mais c'est vrai que comme je suis rentrée en formation là depuis pas longtemps, elle me dit il ne faudrait pas que ta vie privée t'empêche de travailler et de réussir cette formation. Donc là j'ai laissé un blanc et je lui ai dit effectivement j'ai une vie privée, mais ce n'est pas une copine, c'est un copain. Et donc là elle a eu un moment elle a repris ses esprits et elle m'a dit plusieurs fois un copain. Enfin, elle paraissait un peu désemparée. Voilà, désemparée. Mais donc finalement, elle l'a juste répété un copain. Enfin, comme si elle était sous le choc un peu. Et oui. Et c'est tout. Elle est partie. Donc mon père était dans le salon. Et elle lui a dit monsieur vient de m'annoncer qu'il avait un copain. Je n'ai pas entendu la réaction de mon père, je n'ai rien entendu. Donc je m'attendais à ce que mon père vienne ou qu'il se passe quelque chose. Il ne vous appelle jamais monsieur. Et voilà, non, là c'était monsieur. Donc déjà c'était pour montrer un détachement, je pense. Enfin, bien sûr. Voilà. Et je n'ai rien entendu, aucune réaction. J'ai passé la nuit. Le lendemain, c'est vrai, je suis parti en formation. Le soir, je suis rentré. Il y avait donc mon père et ma mère, donc j'appréhendais un peu. Moi, je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse comme d'habitude. Je ne change rien, parce que finalement, bien pour sûr. moi, il leur montrait aussi que rien n'avait changé. Donc, je suis rentré et une ambiance vraiment pesante. Donc, mon père et ma mère, chacun sur une extrémité du canapé, face à la télé. Ils m'ont pas adressé un regard ni une parole. Ah oui, ambiance, oui. Voilà, on avait l'impression qu'il veillait à mort. C'était vraiment impressionnant, vraiment pesant. Pas un mot. Alors bon, moi j'ai fait comme d'habitude. Je suis arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait couler mon café, j'ai bu mon café, j'ai fumé ma cigarette, je suis allé faire vérifier mes mails sur l'ordinateur. Enfin, j'ai fait comme d'habitude. Oui. Vous vous sentiez comment, vous ? Justement. Moi, je me sentais vraiment mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise, mais en même temps, je voulais pas leur montrer que je l'étais. Bon, en même temps, ils me regardaient pas, donc ils avaient les yeux vraiment rivés sur la télé, chacun d'un côté du canapé. C'était assez, j'ai même failli éclater de rire, Caroline. Oui, tellement c'était énorme. Tellement ça me paraissait absurde en fait comme situation. Oui. Vraiment, on avait l'impression qu'ils étaient... C'était excessif. Oui, ils étaient, un peu transformés en statue de sel. Voilà, voilà. Donc finalement, aucune réaction. Donc j'attendais que... Bon, on a dîné ensemble. Mon père comme s'il n'osait même pas me regarder, il avait le nez dans son assiette, parce que je l'ai en face, j'ai mon père en face et ma mère à côté. Donc j'avais mon père en face, le nez dans son assiette. Ma mère qui essayait de maintenir un minimum de conversation, mais vraiment on sentait que c'était un peu forcé, parce qu'elle devait elle aussi sentir cette ambiance pesante. Donc c'est vrai qu'elle essayait de faire, j'ai l'impression qu'elle essayait de faire quelques efforts, en me demandant tout simplement de lui faire passer le pain ou si c'était assez salé, enfin... le truc, passe-moi le sel, voilà. Mais enfin, bon, quand même, elle essayait, il y avait... elle essayait quand même qu'il y ait, même si c'était un minimum, qu'il y ait quand même quelque chose. Et il y avait la télé allumée. Il y avait la télé allumée. Ça aide dans ces cas-là. Voilà. Mais par contre, mon père n'a pas levé la... Il ne desserrait pas les dents. Alors, je pense comme s'il n'osait pas me regarder, je pense que... Il ne savait pas quoi dire. Voilà. Donc, on a passé le repas. Mais lui, qui pouvait être d'habitude et très agressif et voire même, vous l'avez dit, menaçant, là ne l'était pas. Il semblait plutôt au contraire, abattu. Voilà, c'est ça. Oui. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas une posture qu'il a choisie justement je pense qu'il prenait sur lui. Il a préféré peut-être adopter
cette attitude presque d'indifférence, vis-à-vis ça de n'avait moi. pas l'air d'être de l'indifférence, hein. Il était peut-être sous le choc de la nouvelle. Voilà, donc c'est peut-être le fait qu'il soit sous le choc qui l'empêchait aussi d'avoir toute réaction. Oui, c'est possible. Donc, oui. Mais c'est vrai que vraiment, il avait l'air et puis fatigué, il bâillait. Enfin, je pense qu'il avait passé une sale nuit la veille. C'est possible. Vraiment très très fatigué. Je l'ai trouvé, à bâiller, vraiment. Oui, il n'avait pas dû beaucoup dormir, quoi. Il avait dû ressasser. Voilà. Après, je ne sais pas si ceux qui se sont dit, parce que c'est vrai que ce jour-là, justement, ça tombait qu'ils ne travaillaient pas ni l'un ni l'autre, donc ils ont passé la journée ensemble. Donc j'imagine qu'ils en ont discuté, plus ou moins, mais ça, c'est vrai que j'aimerais savoir ce qu'ils se sont dit. Mais bon, ça, je ne sais pas. Et suite au repas, à la fin du repas, ma mère me dit, au fait, j'espère que c'est pas vrai ce que tu m'as dit hier soir. Donc dans le déni total. Et alors, je lui ai juste dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mon père a fait mine de ne pas entendre. Enfin, pourtant, il était à côté. Lui n'a eu aucune réaction. Mais il a entendu que ma mère m'a demandé ça. Donc elle m'a dit, j'espère que c'est pas vrai ce que tu m'as dit hier soir. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Puis ça en est resté là. Oui. Je suis parti, je suis monté dans ma chambre. La nuit s'est passée. Le lendemain soir, je me suis retrouvé là en tête à tête avec mon père. Ma mère travaillait. Donc là, c'est vrai que j'apprenais énormément. Et alors là, il avait complètement changé d'attitude. On a dîné ensemble, ça s'est très bien passé. On a discuté de tout et de rien. Enfin, vraiment l'attitude inverse de la veille. Il m'a parlé de ma journée. Après, c'est vrai qu'on aime bien tous les deux. On a parlé tennis, on aime bien le tennis, donc il me parlait des derniers résultats de la journée. Il m'a même fait une petite tape sur l'épaule. Donc, moi, j'ai pris ça comme un signe fort. Oui, parce que c'est pas très habituel chez lui. Voilà. C'était chaleureux, c'était amical finalement. Exactement. Oui. Il est passé derrière moi, il m'a fait une petite tape sur l'épaule. Moi, je l'ai pris vraiment comme un signe de... c'était un rapprochement entre vous deux. Oui, un rapprochement. Alors, l'attitude était complètement inverse à la veille. Oui. Donc, voilà. Et bon, c'est vrai que par contre, on n'a absolument pas reparlé de... Oui, mais peut-être parce qu'il ne, c'est pas, peut-être qu'il ne peut pas et que votre père n'a pas les mots pour arriver à en parler. Mais en tout cas, vous voyez, d'habitude, je me souviens bien du premier échange que nous avions eu ensemble, Sébastien. Vous me disiez que votre père systématiquement était dans la provocation et se plaçait du côté de votre mère, par exemple, concernant les sorties, où c'était totalement abusif. Oui. Enfin, où vraiment le contrôle de vos sorties par rapport au week-end, à vos horaires de rentrée, alors que vous avez 26 ans, même si vous vivez chez eux, vous avez le droit à avoir une vie privée. Oui. Bon, et votre père se rangeait systématiquement du côté de votre mère, à vouloir lui aussi limiter vos sorties. Enfin, il faisait bloc contre vous. Oui, exactement. Là, il se désolidarise, semble-t-il. Il n'a pas la même position. C'est-à-dire, quand votre mère dit « j'espère que ce n'est pas vrai ce que tu m'as dit hier », vous confirmez, vous dites « bah si, c'est vrai ». Et votre père, lui, était assis, a bien entendu que c'était vrai. Il ne s'est pas emporté. Non. Il n'est pas allé dans le sens de votre mère en disant dis donc, dis-nous, c'est pas vrai. Bon, vous avez eu ce moment comme ça de complicité entre vous, ou de rapprochement finalement. Donc, il se montre alors qu'il n'ait pas les mots pour en parler. C'est compliqué, vous savez, pour un père, hein, Sébastien. Je sais. C'est compliqué pour une mère aussi d'ailleurs, mais c'est peut-être moins. D'ailleurs, vous voyez, votre mère, de toute façon, on est plus dans quelque chose un peu du contrôle et un peu de l'abus de pouvoir, au-delà de homosexualité ou pas. C'est-à-dire de garder l'emprise sur vous, parce que finalement,
que vous dit votre mère quand vous lui dites, si on reprend le début de votre échange avec elle, quand vous étiez dans votre chambre, vous lui dites bon, je te trouve intrusive, et tout de suite elle embraye en disant bon oui, enfin c'est pas parce que même si tu as une petite amie, il faut pas que tu laisses tomber ta formation. Voilà. Bon, enfin ça va, vous n'avez pas 15 ans. Non. Vous voyez, elle vous parle encore comme si vous étiez un gamin. Oui. Non, mais enfin, je veux dire, un homme de 26 ans, on ne lui tient pas ce langage. Oui. Donc, elle a encore le discours d'une mère qui est quand même dans la toute-puissance maternelle, pardonnez-moi, mais dans l'abus. Vous voyez, elle est plus dans l'emprise par rapport à vous. Je veux dire, homosexualité ou pas, parce que vous lui auriez annoncé là que vous aviez une petite amie, elle vous aurait dit oui, enfin, que ça t'empêche pas de ta scolarité, c'est important, mon garçon. Voilà. Il faut pas que ça te détourne de tes cours. Je vous ai pas dit, Caroline, mais quand je lui ai dit j'ai un copain, elle a même eu la seule chose qu'elle m'a dit, c'est et ça va pas t'empêcher de travailler. Mais oui. Enfin, elle était mais un oui, peu c'était plus. Oui. Mais je pense que là, à ce moment-là, justement, elle est revenue à des choses plus. Oui. Vous voyez, je pense elle m'a dit ça, juste ça. D'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué qu'elle m'ait dit ça. Elle m'a dit, et ça va pas t'empêcher de travailler. Mais oui, mais je pense que c'est plus ça son problème de fond. C'est-à-dire, c'est plus à un moment de... Bon, c'est ce qu'on me disait, moi, c'est ce que j'avais senti dès le départ dans votre témoignage, parce que c'était tellement excessif, cette mainmise sur vous, ce côté très tyrannique, au fond, vis-à-vis de vous, que la présence d'un tiers et donc le fait que vous ayez une vie amoureuse lui enlève, lui ôte un peu de son pouvoir maternel. Voilà. C'est ça qui est insupportable. Peu importe que ça soit un homme ou une femme. Oui, finalement, c'est ça. Et tout à l'heure, par contre, Caroline, ça je vous l'ai pas dit non plus, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout reparlé, à part tout à l'heure, c'est vrai que pendant le repas, là on était tous les deux, donc avec ma mère, et je lui ai parlé de mon copain. J'ai dit mon copain. Bon. Et elle m'a dit quel copain. Et après, elle est revenue. Alors, est-ce qu'elle est dans le déni ? Parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont dans le même secteur professionnel. Donc je lui ai dit, tiens, mon copain fait ça. Mon copain croit t'avoir déjà vu en plus, parce que c'est vrai qu'il avait fait un remplacement dans le lieu où elle travaille. Et donc, je lui ai dit, tiens, mon copain fait telle profession et il semblerait qu'il t'ait déjà vu. Et alors là, elle m'a dit, quel copain ? Puis après, elle est revenue, elle me dit, ah bon, il fait ça ? Donc, il y a eu un moment de... Alors, j'ai l'impression, parce que j'essaye... C'est pas vraiment du déni, c'est pas vraiment du déni, c'est que... Elle a du mal à l'intégrer. Oui, je pense que le déni, c'est vraiment un mécanisme de défense psychologique qui fait qu'on occulte vraiment une réalité parce qu'elle est, elle est insupportable. Donc, cette réalité n'existe pas. Donc là, je pense que parler de déni, en l'occurrence, est excessif. Je pense qu'elle a très bien entendu ce que vous lui dites, mais qu'il faut lui laisser le temps de l'intégrer, de l'accepter. Ce qui est fréquent pour les parents quand ils sont confrontés comme ça à l'homosexualité de leur enfant, fils ou fille. Alors, après, il y a plusieurs cas de figure. Certains s'en doutaient, et puis finalement, quand leur enfant leur en parle ouvertement, ça ne fait que finalement conforter ce qu'ils savaient déjà au fond d'eux-mêmes. D'autres, pour certains, c'est un choc parce que au fond, ils étaient eux dans un déni total. D'autres vraiment
découvre, n'était pas dans le déni, mais ne s'était pas du tout imaginé cela et le découvre réellement. Donc, de la même façon que pour vous, eh bien, c'est le fruit d'un cheminement, parfois, de cette découverte de la différence, et qu'il y a... il faut du temps, ça prend parfois du temps pour cette découverte. Eh bien, pour les parents, on peut pas leur demander comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, en quelques heures, en quelques jours, de dire voilà, c'est comme ça. Et alors, intellectuellement, on peut dire bon, acceptez-moi comme je suis et aimez-moi. Oui, bien sûr, quand les parents aiment leurs enfants, mais il faut, si vous voulez, c'est un processus aussi. C'est-à-dire que les parents, ça les fait un peu vaciller, parce que souvent il y a ces sources un peu d'interrogation, un peu source d'angoisse. Il y a des peurs par rapport à l'avenir, il y a des peurs aussi de ce que la différence peut susciter. Il y a l'impression que peut-être dans l'éducation il y a quelque chose il se demande si qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation. Vous voyez, on se demande toujours à quoi c'est dû, comme s'il fallait toujours trouver une origine à l'homosexualité. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours à comprendre et d'où ça vient. Hein, il y a toujours cette question. Voilà, comment et c'est dû à quoi ? Pourquoi finalement on le rencontre souvent chez les parents d'homosexuels. Alors certains diraient mais pourquoi se poser la question ? On se pose pas la question pourquoi on a les yeux bleus ou noirs ou les cheveux blonds ou bruns ou bon. Mais la question de l'identité sexuelle que ça est plus complexe. Donc les parents se posent cette question, se pose la question aussi par rapport à les petits-enfants, en se disant on n'aura pas de descendance. Alors c'est vrai que tout cela évolue, puisqu'il y a la question de l'adoption des homosexuels qui est débattue, qui vient d'être débattue là, qui est possible dans d'autres pays à l'étranger. Bon, il y a des peurs aussi, parce qu'on voit malheureusement l'actualité nous le montre actuellement avec le procès dont on parle là encore, où ce jeune homme qui a été terriblement agressé à la sortie d'un bar, où on sait aussi que ce qui a joué, c'est en grande partie parce qu'il était homosexuel. Il y a des réactions terriblement encore homophobes et qui peuvent conduire à des actes terribles et à des agressions terribles. Donc les parents y pensent aussi à cela. Il ne faut pas occulter aussi toutes ces dimensions-là, voyez, d'un revers de la main. Oui, je pense qu'elle se remet en question et qu'elle a aussi du mal à me projeter avec un homme. Je pense que il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Alors, il y a toutes ces questions. Voilà, et je crois qu'il faut laisser aussi aux parents le temps de faire leur propre cheminement. Et peut-être vous aussi, Sébastien, vous dire que maintenant, vous l'avez dit, au fond, c'est ce qui était important pour vous. Je me souviens par rapport à votre premier appel. Bon, c'était important d'en parler. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'en parler. Voilà, vous n'allez pas tous les jours remettre ça sur la table. Ils l'ont entendu, vos parents. Il s'agit pas. Maintenant, vous vivez vous vivez une rencontre qui est une rencontre importante pour vous. Vous savez, le vieil adage « pour vivre heureux, vivons cachés » a aussi tout son sens. Alors, je comprends que vous n'ayez pas envie de cacher ce que vous êtes à ceux que vous aimez, en l'occurrence à vos parents. Vous en avez parlé, comme dit Lali, vous a fallu du courage. Et elle dit, vous a fallu du courage pour en parler, parce que c'était pas gagné d'avance. Bon, mais maintenant, votre histoire d'amour, elle vous appartient. Vivez-la. C'est-à-dire, il s'agit pas d'en parler de façon un peu systématique à vos parents. Ils l'ont entendu. Laissez-leur intégrer ça et vivez votre histoire, parce que n'attendez pas non plus trop leur assentiment. C'est aussi un premier acte que vous avez fait, un peu d'autonomie, enfin un premier, vous avez peut-être fait d'autres, mais d'autonomie par rapport à eux. Il faut aussi vous affranchir un peu de vos parents. Aimer une personne, c'est aussi commencer à s'affranchir de sa famille. Oui.
Parce que moi, c'est vrai que j'aimerais, dans un second temps, leur présenter, mais bon. Oui, alors chaque chose en son temps. Oui. Hein, chaque chose en son temps. Vous venez de leur annoncer. Il s'agit pas là de dire, peut-être pas, peut-être qu'un jour, mais écoutez, il n'y a pas d'urgence. Là, laissez-les un peu digérer quand même. Voilà. Moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est si elle était dans le déni ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai reparlé. Je pense pas. Parce que... J'ai pas franchement, non. Là, je crois qu'il est vraiment trop tôt pour parler de déni. Je pense que pour le moment, elle évacue un petit peu une réalité. Elle a pas trop envie d'entendre, donc elle dit, voilà. Mais vous voyez, quand vous lui en avez reparlé, mais s'il t'a croisé dans mon travail, bon, elle a bien entendu après. Mais pour le moment, bon, elle a pas trop envie d'entendre. Alors, il s'agit pas de lui rabâcher non plus, parce que là, c'est, pour le coup, c'est vous qui allez devenir intrusif. Oui. Hein, je vais vous lire des réactions qui arrivent. Claire, justement, qui dit il faut laisser le temps à vos parents pour accepter aussi ça, pour l'intégrer. Elle vous souhaite bonne chance dans votre relation avec votre amie. Et puis First Lisa qui dit par rapport à ce que vous disiez, votre père qui dans le premier temps paraissait comme ça un peu terrassé, elle dit c'était aussi l'effet de surprise. Et puis en même temps, il y a eu ce joli moment avec lui. Oui. Où il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé entre vous là, un moment de complicité. Ça c'était important. Il y a le routier aussi qui dit il faut comprendre les parents, il faut leur laisser du temps et être patient. Et puis Marie, alors c'est dommage, Marie, elle a appelé le 3921, mais elle veut pas s'exprimer. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé l'entendre. Mais bon, elle dit un de mes fils m'a révélé son homosexualité. Je pensais pouvoir accepter beaucoup de choses, être très ouverte, mais ça a quand même été un choc, quelque chose de très difficile à accepter. Malgré tout, je l'accepte. Cela prend du temps, mais c'est difficile, même si l'on pense que l'on est tolérant. Et je me suis déçue d'ailleurs sur ce sujet. Vous ne devriez pas, Marie, parce que on parle bien sûr de tolérance, d'ouverture d'esprit sur ce sujet, mais vous savez, c'est toujours très facile d'être ouverte comme ça, ouvert d'esprit, être tolérant quand on n'est pas directement concerné. Pour les enfants, ça touche à des questions, pour les raisons que je viens d'expliquer, pour beaucoup d'autres, c'est compliqué pour des parents quand il s'agit de leur enfant, et ça n'empêche pas tout l'amour qu'ils portent à leur enfant, mais ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc il y a un cheminement à faire, et donc il s'agit pas il y a une remise en question. Et vous savez, on est plein d'imperfections, c'est ça aussi, être humain. Donc, il s'agit pas de vous dire, vous êtes déçu sur cette question-là. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, et Brigitte, elle vous pose une question. Elle dit, n'était-ce pas un peu inespéré pour vous cette réaction de votre père, Sébastien ? Ah si, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça j'ai même, si vous voulez, trouvé bizarre finalement. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que je leur ai dit ou pas ? Enfin, parce que j'attendais tellement une réaction tout autre que du coup ça m'a déstabilisé à moi, la réaction qu'ils ont eue là. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est vrai que ça m'a énormément surpris. Je m'attendais plutôt à une réaction plutôt violente, enfin entre guillemets, du moins dans les mots, ou enfin voilà, une réaction tout autre. C'est moi qui me suis retrouvé du coup déstabilisé face à eux, quoi, au final. Alors, un mail aussi de Fonzi Angelo qui dit « Vous avez pris beaucoup de risques à l'avouer à vos parents, mais je suis heureux pour vous que cela se soit bien passé. » Et puis, le subversif qui dit « Finalement, il y a aussi des choses à élaborer du côté de votre liberté dans le calme d'un cabinet, peut-être, parce que c'est vrai que vous ne vous résumez pas à votre homosexualité, et on voit bien que du côté de votre mère et de ce côté un
peu intrusif, on va dire, Oui. et de votre émancipation, semble-t-il nécessaire. Il y aurait des choses peut-être à creuser à ce niveau-là. On en avait parlé la dernière fois, donc on va pas y revenir cette fois-ci, Sébastien, pour justement vous émanciper et ne pas non plus tout attendre d'eux et de vos parents. C'est-à-dire que pouvoir vous construire sur le plan sentimental, professionnel, aussi en dehors et justement par rapport à cette liberté dont parle le subversif. Oui. Donc, Bonne chance. En tout cas. Merci. Oui. Merci Caroline. C'est vrai que je me sens moins coupable du coup maintenant de vivre cette relation et je suis encore mieux. C'est vrai. Mais tant mieux, parce qu'il n'y a aucune raison de vous sentir coupable. Voilà. Au revoir Sébastien. Je vous remercie Caroline, au revoir. Au revoir. Guillaume Grand, toi et moi, un petit mail encore de Cécile pour Sébastien qui dit « Je suis contente d'avoir de vos nouvelles. J'étais intervenue déjà par mail la première fois, votre histoire m'ayant tout particulièrement touchée par rapport à l'envahissement intrusif de vos parents. Bravo, je n'aurais pas osé faire ce que vous avez fait. Aussi vite que ça, vous avez eu beaucoup de courage. On vous sent plus léger, votre voix est plus libérée et assurée. Ça fait plaisir. » Et on accueille maintenant Cédric. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir. Les auditeurs. Voilà, donc moi je me suis permis en fait de vous contacter pour vous raconter un petit peu mon histoire en fait, voilà. Mais vous avez bien fait Cédric. Merci. Donc en fait, pour commencer par le début, en fait, voilà, il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans, j'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai rencontré une fille en fait avec qui je suis resté durant 10 années. Oui. On va dire 10 années, on va dire d'amour. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai vraiment tout partagé, qui a été donc ma copine, une amie. On va dire voilà, on a vécu une histoire vraiment exclusivement à deux quoi. C'était votre première histoire d'amour finalement. Exactement. Oui. Tout à fait. Donc c'est une histoire qui a duré 10 ans et qui s'est terminée maintenant il y a à peu près un an en fait, qui s'est terminée on va dire subitement sans que je m'en aperçois. On va dire du jour au lendemain elle m'a dit je ne t'aime plus, je m'en vais. Donc c'est vrai que voilà, moi depuis ce jour-là en fait ma vie a complètement changé parce que c'était quelqu'un je n'ai jamais pu imaginer ou envisager une séparation. Il n'y avait pas de dispute en apparence ou voilà, je veux dire la relation n'était pas bancale ou du moins je ne l'ai pas vu venir. Vous ne vous disputiez jamais? On ne s'est jamais disputé. Non, on ne s'est jamais. C'est étrange ça. Tout à fait. Ouais, non, on ne s'est jamais disputé. Pourquoi il n'y avait jamais de sujet un peu par moment où vous n'étiez pas d'accord ou Alors le point de désaccord qui a fait qu'à mon avis l'histoire s'est terminée, c'était peut-être quand j'avais 25 ans, il y a peut-être 3 ans de ça, où il commençait à parler d'engagement, etc. Donc c'est vrai que moi dans ma tête, j'étais pas forcément prêt en fait à changer un petit peu ma vie, à prendre un peu plus de responsabilité. Oui. Mais voilà, je veux dire, je ne suis jamais allé voir ailleurs ou eu envie d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un c'est qui me faisait confiance et avec qui moi j'avais aussi totalement confiance. Et du jour au lendemain, donc elle me dit je m'en vais. Donc là, pour moi, ça a été un choc. Je veux dire, elle est vraiment partie comme ça. Je veux dire, elle a pris ses affaires un matin. Je suis revenu du travail. Elle était partie. Donc moi, si vous voulez, en fait, c'est la première fois de ma vie, on va dire, où je me retrouve tout seul, puisqu'au final, moi, j'ai quitté le domicile familial pour vivre avec cette personne-là. Mmh. Donc je n'ai jamais vécu, on va dire, tout seul. Bon. Et donc là, ça va faire bientôt un an qu'elle m'a quitté, et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec la solitude. Et c'est quelque chose qui, même si ça ne se voit pas au quotidien, à mon travail ou dans mon entourage, qui me pèse énormément en fait.
Et j'ai du mal en fait à tourner la page. Donc c'est un petit peu le but de mon appel aujourd'hui, voir si quelqu'un a un petit peu vécu la même histoire que moi. Oui. Et voilà quoi. C'est vrai que alors j'ai eu une relation cet été entre-temps avec une autre personne en fait qui a duré 3 mois mais qui voilà, c'est un problème d'incompatibilité, je veux dire voilà, ça arrive. Oui, c'est ça vrai arrive. C'est vrai que alors là c'est vous qui êtes parti? On va dire que ça a été un accord. On était, oui, voilà, on a vu qu'on était passés l'un pour l'autre, donc. Voilà. Bon, mais c'est bien que vous ayez pu avoir une relation comme ça. On va dire que moi, ça m'a donné, ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné de l'assurance. Voilà, un peu d'assurance, permis de reprendre un peu confiance en vous. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un de mes gros problèmes, c'est la confiance en moi. Oui. Et c'est vrai qu'en ayant rencontré quelqu'un assez tôt durant le lycée, alors c'est vrai que finalement il y a une étape de séduction ou peut-être des choses que j'ai peut-être pas ratées dans ma vie. Vous n'avez pas vécu. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à aller vers une autre fille parce que c'est vraiment, moi ce que je cherche c'est vraiment quelqu'un au quotidien pour vivre une histoire à deux. C'est vraiment pas quelque chose de voilà, je cherche pas une relation de discothèque ou j'ai vraiment envie de quelque chose de stable en fait. Et c'est vrai que je ne sais pas comment faire. Et alors c'est vrai que le fait de me retrouver tout seul, par exemple la semaine, de voir le week-end arriver, c'est quelque chose qui me mine. Et vous avez des amis? Alors j'ai des amis, mais qui ont une situation qui est un petit peu différente. Par exemple, mon meilleur ami, lui est marié, a déjà 2 enfants. Donc c'est vrai que voilà. Donc ça c'est vrai que c'est des amis que je vais voir de temps en temps. Mais après c'est vrai que en ayant eu une relation où on était peut-être exclusivement à deux, mais du coup quand la relation s'est finie, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Alors j'ai ma famille, c'est vrai que j'ai aucun problème avec ma famille, j'ai une famille super. Au boulot, c'est pareil, j'ai des amis exceptionnels, mais c'est vrai que... Mais ils sont pas tous mariés, vos amis, puis de toute façon, même s'ils sont mariés, ça vous empêche pas d'aller les voir? Non, bien sûr, je le fais, je veux dire, j'ai une démarche où j'essaye de sortir, etc. Mais ces moments où je finis par me retrouver tout seul et ne pas savoir quoi faire et me retrouver chez moi... Oui, mais je vais vous dire, Cédric, c'est important d'en passer par là, d'avoir une étape comme ça où vous me dites, vous êtes passé du domicile familial à la vie à deux avec cette jeune femme. Alors effectivement, là, depuis 1 an, vous êtes un peu seul chez vous comme un rat. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai, vous savez plus trop quoi faire de votre peau. Et pourtant, c'est une étape absolument nécessaire. Parce que on a trop connu justement les générations passées où les femmes notamment, elles quittaient parfois leur famille, leurs parents. Parce qu'elles étaient privées de toute liberté, et puis la seule liberté qu'elles trouvaient c'était malheureusement dans le mariage, et c'était pour se trouver dans les bras de mari où elles trouvaient pas plus de liberté, parce que le mari surveillait aussi étroitement leur liberté. Alors aujourd'hui on a cette chance extraordinaire de pouvoir quand même vivre justement un peu seul et de sortir de chez papa et maman et d'avoir un sas comme ça, un moment d'autonomie et d'indépendance où on apprend à se retrouver un peu face à soi-même et à être, à savoir un peu qui l'on est, parce que il faut savoir un peu qui l'on est avant de vivre à deux. Et vous voyez, je vous posais la question, vous m'avez dit, oui, j'ai été quittée du jour au lendemain et je sais pas pourquoi, et alors que finalement on se disputait jamais. Et c'est vrai qu'à la question que je vous posais, j'ai dit, ah bon, vous vous disputiez jamais, et vous m'avez dit, si, je sais peut-être ce qui a dû se passer à 25 ans, comme si, oui, il y a eu une dispute à l'âge de 25 ans. Mais moi, je vais vous dire, dans un couple, il est important, à certains moments,
qu'il y ait un peu des disputes. Alors des disputes, je vous parle pas de gros clashs, je vous parle pas des grosses crises, des grosses tensions, mais c'est-à-dire qu'il y ait un moment, des moments où on peut un peu, c'est-à-dire discuter, ne pas être d'accord, ne pas, si vous voulez, ou c'est-à-dire que chacun puisse aussi un peu s'affirmer dans la relation, parce que sinon ça ronronne. Et c'est parfois le problème de ces relations comme ça de ce que les sociologues appellent les bébés couples, quoi, qui se rencontrent très tôt. Ils sont ensemble. Alors c'est vrai que c'est tout chaud, tout douillet, et puis à un moment c'est tellement douillet que ça en devient un peu terne. Voyez ? Alors c'est vrai que les sentiments, alors au fond, bon, elle est partie et je comprends que je comprends votre chagrin parce que vous avez l'impression que là c'est le gouffre et que c'est le vide et que ça s'arrête et puis que la solution, c'est de nouveau vite reformer un couple, refusionner avec quelqu'un d'autre. Alors évidemment que ça va arriver, Cédric, vous en avez le désir et que vous aspirez à former un couple, et puis j'entends derrière cela à former une famille. Mais vous avez aussi cette formidable opportunité de profiter de cette période de votre vie pour finalement vous retrouver un peu face à vous-même et de faire l'expérience de votre liberté et de partir un peu à la rencontre de vous-même, ce que vous n'avez pas vécu finalement. Oui, ça j'en suis conscient. C'est vrai que il y a plein de choses que je n'ai pas fait, quoi. Et c'est vrai qu'au final, je me rends compte que ces choses-là aujourd'hui, c'est un apprentissage. Donc c'est vrai que si on n'est pas bien avec soi, on peut pas être bien avec l'autre parce qu'on attend trop de l'autre. C'est vrai. Voyez, parce qu'on est et souvent comme ça, quand on démarre des relations très très jeunes, on démarre souvent dans la fusion, parce qu'on sort de la fusion qu'on avait avec ses parents quand on était un petit enfant, puis qu'on avait avec sa bande de copains quand on était ado, où on était complètement identifié avec sa bande de potes, et puis après avec son premier amour. Et puis on n'en sort pas de la fusion. Mais finalement, on a du mal à exister. Alors c'est peut-être le moment pour vous d'exister enfin. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi exister ? De savoir justement un peu qu'est-ce qui fait, au lieu de dire, waouh, le week-end arrive, qu'est-ce que je vais faire ? C'est terrible. Mon meilleur ami, il est marié, waouh, quelle tristesse, et moi je suis pas mariée. Ben oui, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire plutôt que de coucouner là, de vous lever avec votre voyez, de ressasser et de votre tristesse avec votre belle qui s'est enfuie. Eh bien finalement, qu'est-ce que quand elle était là que vous ne faisiez plus ou que vous n'avez pas fait pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et qui justement que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Au fond, oui, c'est profiter de faire tout ce que j'ai pas fait, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire ? Mais je vous dis pas d'aller vous encanailler en boîte de nuit et tout ça. Je vous dis de faire des choses et à la limite, pourquoi pas, si vous en avez envie, si vous avez des amis, je vous dis pas, vous pouvez aller faire une virée comme ça, mais il y a pas que ça, quoi. Faire quelque chose qui vous plaît, qui vous motive. Il y a plein de choses à faire dans la vie quand on a 28 ans, Cédric. Oui, c'est vrai. Vous voyez ? Moi, je me suis trouvé un exutoire. Faut pas être conformiste. Depuis qu'elle est partie, je me suis réfugié dans le sport. Donc c'est vrai que je fais énormément de sport pour occuper mon temps de libre maximum. Mais c'est moi, si vous voulez, en fait, c'est pas de la paranoïa, mais je me fixe sur l'idée de me retrouver seul et de me comprendre dans cette solitude, en fait. C'est ce qui me dérange au quotidien, c'est de voir que un an après, j'en suis toujours là, malgré l'envie d'en sortir et de pas avoir le goût. C'est vrai que c'est ce qui me mine le... Non, mais ça c'est normal, Cédric, en même temps. Enfin, c'est normal. Un an après, c'est-à-dire, bon...
vous avez un attachement très profond pour cette jeune femme. Vous êtes resté 10 ans avec elle. Vous aviez un amour très profond, très sincère. Vous le dites d'ailleurs. Vous avez, au fond, vous vous projetez dans une relation future. Vous voulez quelque chose de stable. Donc, vous avez dans votre personnalité, il y a tout ça qui émerge, voyez. Donc, vous êtes resté 10 ans avec elle. Donc, qu'un an après, vous ayez du mal à tourner la page, ça peut se comprendre. La page, elle est compliquée à tourner. Alors, c'est vrai que il y a des personnes qui, pour essayer de tourner la page, comme vous dites, et c'est une expression, Oui. eh bien, ils se noient dans des aventures, finalement sans lendemain, où les personnes sont interchangeables. Donc, ils sont avec quantité de personnes, ça revient à être tout seul. Quand on multiplie les aventures, c'est comme si on était tout seul, au fond. Ou d'autres, c'est pareil, ou d'autres qui restent seuls. Mais c'est un peu la même chose, au fond. Alors, vous, ce qui est très positif, c'est que vous avez eu une histoire déjà, il y a une histoire de 3 mois. Ça vous a permis de reprendre un peu confiance en vous. Parce que c'est difficile quand on est quitté aussi, de se dire... Alors, c'est vrai que j'ai eu un moment cet été, on va pas dire d'euphorie, mais c'est vrai que j'ai passé un été... où j'ai un petit peu, ça a été ma bulle d'air en fait, ma bouée. Oui. Et c'est vrai que depuis que cette relation a fini, même si j'étais complètement d'accord pour qu'elle se finisse pour le coup, parce que je voyais que ça ne mène à rien, c'est vrai que ça m'a remis ça m'a renvoyé encore, à ma première rupture l'hiver dernier. Et c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu replongé dans cet état d'esprit-là, quoi, en fait. Oui, mais parce que c'est une blessure d'être quitté, puis surtout quand la personne part comme ça, et puis qu'elle, quand elle nous dit qu'elle nous aime plus. Donc c'est toujours très douloureux quand l'autre nous retire son amour. Voyez, on a le sentiment tout d'un coup que on n'a plus beaucoup de valeur, alors qu'en fait ça vous enlève rien à votre valeur. Mais surtout quand c'est un premier amour, on a l'impression qu'il y en aura plus d'autres derrière. Mais rassurez-vous, il peut y avoir plusieurs amours dans une vie. Mais pour le premier, on a l'impression que tout s'arrête. Alors c'est vrai que j'ai eu une espèce de, on va pas dire de boulimie, mais quand elle m'a quitté, je me suis de suite dit, il faut pas que je me retrouve tout seul. Alors je suis allé, comme on va dire, tout ce que le célibataire peut faire, tout ce qui va être site de rencontre, etc. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir essayé tout ça, j'en suis, on va dire, un petit peu écœuré. Donc c'est vrai que j'ai même plus... Alors j'ai cette envie de trouver quelqu'un, et en même temps, je n'ai plus... on va dire, c'est pas la force, mais j'ai plus envie de croire en la magie de la rencontre au hasard que de forcer le destin, pour le coup. Oui, à 28 ans, je vous comprends. Il faut, alors il faut lui donner un petit coup de pouce au hasard. Ouais. Vous avez, il y a bien des amis qui peuvent aussi, voyez, provoquer un peu des petites choses, parce que par exemple, il y a Ninon, elle dit, allez, lorsque vous sortez avec des couples, n'hésitez pas à être un petit peu comme ça, enjoué. Ils auront envie de vous présenter les jeunes femmes seules qu'ils connaissent, parce que les couples peuvent aussi connaître des jeunes femmes qui, elles, sont seules. Et puis, il y a Kojak qui dit, allez, croquez la vie à pleines dents, sortez, faites des rencontres, voyagez, la vie est trop courte, dit Kojak. Et puis, donc, il y a également... il y a Lali qui dit, allez, vous êtes jeune et vous avez vraiment plein de belles choses à vivre. Alors c'est vrai, voyager, faites des choses, enfin... Oui, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes avec qui je discutais. J'ai provoqué des rencontres avec des gens avec qui j'ai pu discuter auparavant par le passé, que ce soit par le biais d'Internet, que j'ai rencontré. Après, finalement, c'est vrai que cette rupture m'a été, on va dire, ça a été, j'ai pris ça comme une expérience. Donc c'est vrai que j'ai fait ce genre de choses, comme on me dit, de rencontrer les gens, etc. Je l'ai fait. On va dire qu'au quotidien, les personnes de mon entourage, c'est vrai que je le montre pas, en fait. On va dire que au quotidien, j'ai le sourire. C'est vrai que, on va dire qu'au travail, je suis quelqu'un qui est toujours
Mais voilà, c'est les moments en fait où vous vous je suis retrouvez un avec peu seul moi-même. chez vous, C'est ça. où vous gambergez. C'est exactement ça. Oui. Mais bon, donc il faut vous organiser pour. Bon, c'est normal que vous ayez aussi des coups de blues. Hein, vous êtes resté comme ça 10 ans dans une vie de couple, donc vous retrouvez comme ça dans un quotidien où il y a plein de choses à réaménager. C'est normal aussi. On passe pas comme ça. C'est un changement. Vous aviez pris des habitudes, donc bon. Mais franchement, l'avenir est très très ouvert et il y a un temps de réadaptation. Et puis, dites-vous aussi, quand vous dites « Oh, je veux quelque chose de stable », vous savez, ça peut démarrer par au départ quelque chose qui a l'air léger, un peu pétillant et qui ressemble à une aventure. Hein, et par quelque chose. Donc, laissez-vous aussi peut-être embarquer dans quelque chose qui peut paraître un petit peu léger au départ, Cédric, hein, aussi. N'allez pas trop dans quelque chose forcément de grave. Laissez-vous un peu emporter par la légèreté, ça peut avoir du bon. Bonne chance, au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à témoigner au 39 21 et à réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez appeler ce numéro 39 21 jusqu'à 1h. Vous pouvez également nous envoyer des courriels sur le site europe1.fr. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Alors, des messages qui revenaient sur le témoignage de Sébastien. Sébastien qui avait fait son coming out à ses parents, et Violaine écrit en disant bravo Sébastien d'avoir crevé l'abcès. Votre papa a une réaction touchante et votre maman au fond n'a pas si mal réagi. Quant à Marie qui a écrit le mail et qui au fond se décevait de n'avoir pas été si tolérante qu'elle aurait pensé vis-à-vis de son fils, qui lui a révélé également son homosexualité. Violaine dit ce dont a peur Marie, c'est de l'intolérance des autres, d'où sa réaction. C'est mon avis de maman, dit Violaine. Et puis c'est des réactions maintenant nombreuses qui arrivent pour Cédric. Alors Cédric a 28 ans, il nous appelait donc avant le journal de minuit. Il a eu une relation de 18 à 28 ans avec une jeune femme qu'il a quittée comme ça du jour au lendemain, et la solitude lui pèse. Il a à nouveau envie de fonder un couple et beaucoup de réactions arrivent. Le Suricat dit j'ai vécu la même chose, 10 ans aussi, et j'ai rencontré mon véritable amour sur un site de rencontre. Il y a également l'imparfait du subjonctif qui dit la solitude est insupportable à forte dose et peut provoquer une overdose. Coco dit ça doit être effrayant d'être face à soi-même. Non, pas forcément, ma chère Coco. Comme dit le subversif, il s'agit peut-être d'en profiter à ce moment-là pour aller surtout à sa rencontre, finalement. Et c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est ce que dit Marion également, qui dit « Allez Cédric, vous semblez avoir beaucoup de bon sens, profitez de cette liberté retrouvée. Bonne chance à vous. » Salomon dit « Une alliance, un alliage, c'est un entrelac de deux matériaux, au départ bien distincts, bien différenciés, pour fusionner en une nouvelle matière purifiée, plus solide et plus qualifiée, alors au fourneau. »
Oui, mais alors je comprends pas bien le sens de votre message, mon cher Salomon, parce que si c'est pour fusionner de nouveau, 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Si ça fait de nouveau 1, il y en a un des deux qui n'existe plus dans l'histoire. À propos des disputes dans le couple, Sergio me dit « Oh oui, c'est bon de s'engueuler juste pour le plaisir de se réconcilier. » Et puis, quelques messages aussi... Roxy qui dit allez, c'est capital que Cédric se retrouve face à lui-même. Il doit penser à lui, ce n'est que du bon qu'il attend, je pense. Voilà. Et puis un message de Caro qui m'envoie un petit courriel qui dit je ne suis pas d'accord avec vous. On peut ne jamais se disputer dans un couple, ce qui n'empêche pas les désaccords, mais qui sont exprimés calmement. Je vis une vie de couple depuis 30 ans sans dispute. Mon mari ne supporte pas les conflits et nous n'apprécions pas les couples qui se parlent mal. Mais on est d'accord sur le fond, ma chère Caro. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas question de mal se parler. Je disais simplement qu'il me paraît essentiel de pouvoir exprimer des divergences d'opinion, de point de vue. Ça ne veut pas dire, évidemment, mal se parler et être irrespectueux, méprisant vis-à-vis de l'autre ou tenir des propos dévalorisants à son égard. En revanche, ne pas par peur du conflit, justement, ça c'est un véritable problème, hein, comme vous le dites. Laisser s'accumuler les frustrations, là, je pense qu'il y a danger pour la relation. C'est mon point de vue en tout cas. Allez, on va accueillir maintenant Florence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir. Voilà, je vous remercie de m'accueillir. Je vais essayer d'être pas confuse. J'avais besoin de partager ce soir avec quelqu'un complètement objectif et qui partage pas ce qui fait ma vie pour avoir peut-être votre avis, des conseils. Donc en fait, j'ai bientôt 46 ans, je suis divorcée depuis 4 ans, je vis avec mes 3 enfants qui sont grands, ils ont 20, 18 et 14 ans. J'ai une vie de conseillère municipale depuis 3 ans bientôt. Et j'ai un ami depuis 3 ans aussi, avec qui nous sommes d'accord sur le fait que nous n'avons pas envie de vivre l'un avec l'autre et on se voit que pour les sorties, les moments de plaisir et les vacances et ça nous convient bien comme ça. Et je travaille dans une entreprise depuis 22 ans pour laquelle j'ai une forme de reconnaissance parce qu'elle m'a permis d'allier vie professionnelle, vie personnelle jusque-là. Donc vous me direz, tout va bien, il n'y a pas de problème. Sauf que depuis 1 an environ, le travail prend le pas sur l'équilibre que j'avais réussi à mettre en place et sur lequel j'étais assez fière. En ayant rencontré sur mon chemin professionnel une responsable qui en avait décidé autrement de mes compétences et qui avait donc déterminé dès le départ que je n'apporterais rien et que du coup j'étais complètement transparente. Donc en 1 an, j'ai alerté 2 fois, j'ai demandé un entretien avec elle, avec la hiérarchie, de façon à ce que les choses soient mises à plat et que l'abcès soit crevé. Mais je comprends pas que vous étiez transparente, c'est-à-dire... C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ce que je pouvais dire, ça pouvait pas aller, c'était pas, je suis pas valeur ajoutée dans l'environnement, dans le périmètre, sur le périmètre sur lequel on travaille. Mm-hmm. Et donc je l'ai sollicité à plusieurs reprises pour crever l'abcès, pour essayer d'avoir une façon de travailler autre parce que j'ai plein de choses à apprendre. Ce poste, je l'ai pris il y a 2 ans seulement. C'était avec quelqu'un d'autre qui est parti sur d'autres fonctions. Donc elle est arrivée 6 mois après que je sois moi sur le poste. Et toute la façon de travailler a changé, ce qui est normal.
pour l'instant, jusqu'à présent, je m'étais toujours adaptée à différentes hiérarchies. Mais à partir du moment où j'estime qu'il y a atteinte à mon intégrité, je suis plus d'accord. Parce que même si je ne suis pas parfaite et que j'ai des choses à apprendre, je pense qu'il y a quand même aussi des choses à tirer de moi, qu'il y a peut-être un petit peu de potentiel quand même. Et toutes les sollicitations que j'ai pu avoir pour aller dans ce sens-là et faire comprendre que ça n'allait pas, n'ont pas été entendues de sa part. La hiérarchie en a pris note, mais on nous a demandé à l'une et à l'autre de faire des efforts. Bon, alors on a fait des efforts, seulement le naturel revient au galop très rapidement. Et je considère, à un moment donné, que c'est vraiment nuisible à ce que je suis, à ce que je peux faire et à pouvoir donner le meilleur de moi-même dans le travail. C'est votre responsable ? Oui. Et il y a tout juste 15 jours de ça, parce qu'elle s'arrange évidemment pour qu'il y ait des clashs le jour où je me retrouve toute seule avec elle, puisque nous sommes deux à être attachés hiérarchiquement à cette personne. Ma collègue ne travaille pas le mercredi, donc le mercredi, je me retrouve toute seule avec elle. Et donc, il y a 15 jours, j'ai eu droit à tous les défauts de la Terre. J'étais une bonne à rien, et comme j'avais fait appel à la hiérarchie, puisqu'elle ne répondait pas à mes sollicitations pour essayer de crever l'abcès, elle m'a en plus dit que de toute façon, on savait bien comment j'agissais dans le dos de tout le monde, etc. Oui. etc. Ah, évidemment, vous n'êtes pas fait une amie. Hein. Non, c'est sûr. Mais alors, j'ai pas voulu répondre à ça. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Et je suis allée voir plusieurs interlocuteurs en disant « c'est terminé, je n'y retourne pas ». De toute façon, j'étais dans une impasse. C'était pas possible. Donc, comme les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont écouté, j'ai eu. Mais qui sont-ils, ces interlocuteurs ? Alors, la hiérarchie, la DRH et la médecine du travail. D'accord. Et donc, je me suis entendu dire qu'on la connaissait, qu'elle avait un dossier. Donc, c'est une entreprise privée ou publique ? Oui, tout à fait. Privée ? Oui, mais je sais pas si ça... c'est plutôt une question de personne et la façon dont on règle les problèmes avec... Donc, ils vous ont répondu aussi bien au niveau de la DRH que de la médecine du travail qui la connaissaient. Et donc, ils avaient un dossier dont apparemment, il y aurait déjà eu des personnes qui se seraient plaintes de sa façon de procéder. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bon pour vous. Tout à fait, et d'autant que... En même temps, ils l'ont recrutée. Oui, mais bon, ils savaient certainement pas... Il y a combien de temps qu'elle a... Elle est là depuis 4 ans à peu près. Et vous rencontrez des problèmes avec elle depuis... Depuis 1 an, depuis que je travaille avec elle. Mais en fait, à partir du moment où j'ai dit que je n'y retournerai pas, je pense que j'ai à mon crédit 20 ans de maison sans histoire. Oui. Et, ça joue en votre faveur. Voilà, l'image de quelqu'un... oui, vous n'étiez pas... Vous n'aviez pas de... Vous n'étiez pas une faiseuse d'histoire, pour dire vite. Vous n'aviez pas de difficultés relationnelles jusque-là avec les personnes qui travaillaient avec vous, tant au niveau de votre hiérarchie qu'au niveau de vos collaborateurs. Voilà. Alors j'ai pas une réputation de quelqu'un de docile. Hein. Non, mais voilà, faut pas m'embêter de trop non plus. Et donc, pour vous dire que il y a quand même pas de fumée sans feu. Bon, quand je suis allée à la DRH, j'ai dit évidemment c'est ma parole contre la sienne, et on m'a répondu non, on sait que c'est vous qui avez raison. Et à partir de lundi, vous ne serez plus rattaché à cette personne et vous serez géographiquement dans un autre bureau pour faire votre travail. Bon, c'est très bien. Voilà. Donc là, tout le monde m'a dit c'est super. Tu sais, c'est pas souvent qu'on donne gain de cause aux gens, c'est que voilà. Donc d'un côté, je me dis, j'ai eu le cran de le faire. Et, c'est très constructif, c'est plein d'espoir pour celles et ceux qui parfois n'osent pas agir au sein de leur entreprise, qui subissent comme ça en silence des gens qui s'acharnent non sans sadisme.
Certains, sûr. Je dis pas que c'est le cas, oui. Je ne connais pas cette dame, mais parfois il y a, pour certains, beaucoup de sadisme. Oui, enfin je pense donc là ça s'arrange pour vous. Alors ça s'arrange, la seule chose c'est que donc ça fait 15 jours bientôt que je suis dans un autre bureau. En même temps, on m'a pas redemandé comment j'allais. Mais bon, je suis je pense que j'ai quand même sauvé quelque part ma peau. On verra, c'est une situation temporaire, on verra ce qu'il adviendra de moi. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ça, et qu'il faut assumer, je me mets une autre pression, c'est-à-dire que maintenant, je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que j'assure, il faut que j'assume, et je me mets la barre très très haute. Et il me semble que ça me rend doublement angoissée et que ça s'en ressent sur tout le reste. Et j'ai le sentiment que tout devient, pour vous dire à quel point ce qui m'est arrivé pendant 1 an en fait n'est pas anodin, et que même si j'ai eu une réaction constructive et positive, ça peut être très long et très anéantissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me remets quand même en question en me disant oui, j'ai eu le cran de dire stop, mais d'un autre côté, je me dis peut-être que finalement elle a raison, je suis peut-être nulle, je suis peut-être limitée, j'ai peut-être mes compétences sont arrivées au top de ce que je pouvais faire, et puis je brasse de l'air, et puis au conseil municipal. Oui, ça vous a fragilisé. Voilà, mais dans les faits, parce qu'il y a eu, c'est difficile de travailler auprès de quelqu'un qui finalement au fond a elle une faille, si je comprends bien, une faille narcissique assez importante, même si elle est bien cachée, et qui a besoin au fond d'écraser l'autre. Oui. On la rencontre, ça, dans le monde du travail, qui a besoin, pour dissimuler cette faille narcissique, d'écraser, de dévaloriser, de déprécier l'autre pour s'affirmer et pour exister. Donc effectivement, elle vous renvoyait que vous aviez atteint le seuil de vos compétences, que vous étiez nul, que vous étiez voilà. Donc il y a tout un travail de sape qui était fait. Ce à quoi vous avez heureusement pu réagir, et finalement vous avez mis fin à ce travail de destruction qu'elle faisait, voilà. Où vous la renvoyez à elle-même. Tout à fait. Et à ses propres limites, et à sa propre fragilité intérieure, parce que derrière cela, au fond, même si évidemment il y a une attitude très tyrannique de sa part sur un plan psychologique, il y a une très grande fragilité intérieure chez ces personnalités-là. Donc elle finalement elle vous écrasait parce que, je vous dis, derrière ça il y a une faille, pour ne pas dire un gouffre, sur un plan narcissique. Oui. Donc vous avez au contraire, loin de vous dévaloriser, puisque vous avez su réagir et vous protéger d'elle, puisque ça ne menait à rien, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se remettre en question. En aucun cas. Et non, parce que c'est trop douloureux, si vous voulez. Il faut une certaine souplesse pour se remettre en question, et il faut une certaine confiance en soi pour accepter finalement un autre raisonnement que le sien, une autre stratégie que la sienne, une autre solution que la sienne, en se disant tiens, oui, finalement peut-être que cette stratégie-là est plus appropriée, peut-être que ce raisonnement-là, oui, pourquoi pas, sans se dire oh là là, oui, si alors moi ce que j'avançais comme idée, comme hypothèse, comme stratégie, ça veut dire que c'était complètement nul. Voyez, donc oui. Plutôt que de dire cela, eh bien, il vaut mieux dire non, c'est l'autre qui est complètement nul.
et moi, je suis dans ma toute-puissance. Alors qu'au fond, derrière tout ça, je vous dis, il y a une grande fragilité, un grand manque d'assurance. Oui, et sans en plus être consciente du mal qu'elle a pu faire, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, j'ai besoin de travail et de temps parce que ma confiance, même si c'est par phase en fait, même si par moment je me dis oui, je suis contente de la réaction que j'ai eue et j'ai décidé qu'on m'en kikinait plus. D'un autre côté, je vous dis, je me mets la barre très haute et quand j'ai besoin de paroles réconfortantes comme les vôtres là ce soir, en fait, je ne les trouve pas parce que le trouble, enfin ce qui est quand même, enfin comment dire, le fait d'avoir une image de quelqu'un qui réussit à contrecarrer, qui a une vie qu'on arrive à mener un peu sur tous les fronts sans laisser paraître trop de difficultés à la mener, eh bien finalement on vient pas s'inquiéter de si finalement après coup ça va quand même ou pas. Quelle répercussion ça a eu. Voilà. Évidemment, ça a été compliqué parce que, comme vous dites, c'est quand même un an. Et donc, et il vous a fallu tenir bon, faire face, encaisser, parce que c'est quand même, c'était votre supérieur hiérarchique. Oui. Donc, évidemment, il vous a fallu, vous étiez à la merci il ne fallait pas déborder. Parce que au fond, vous seriez sorti de vos gonds, vous auriez pu être en faute. Tout à fait. Tout à fait. Donc il faut quand même garder votre sang-froid. Bon, après, vous avez. Ne me caractérise pas toujours, d'ailleurs. Oui, mais c'est difficile, face à des personnalités comme ça qui peuvent vous pousser à bout. Oui, donc, vous avez pu garder votre sang-froid, faire les choses dans les règles, aller voir, effectivement, passer par la procédure classique, la DRH, médecine du travail, et où vous avez obtenu gain de cause parce que cette personne était connue, et ce qui était très bien pour vous, ça veut dire que il y a vraiment dans sa personnalité quelque chose qui montre de problématique. Donc tout ça devrait vous rassurer sur le fond, c'est-à-dire que ils savent que il y a une personnalité problématique et qu'il y a déjà eu des conflits dans le cadre du travail avec d'autres personnes. Donc vous n'êtes pas en cause, d'autant que depuis 22 ans, que vous êtes dans cette entreprise, vous n'avez pas de dossier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est survenu de complètement lié à cette personne-là. Mais néanmoins, bien sûr que ça ne s'évacue pas comme ça. Et comme le dit First Lisa, vous avez un peu l'impression aujourd'hui d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Alors comme s'il fallait aujourd'hui être la salariée irréprochable. Parce que maintenant, dire ah non, elle va pas, qu'est-ce qu'elle va nous embêter celle-là. Il faudrait pas qu'il y ait de nouveau un problème. Voilà, du coup, je répercute en plus cette pression. Surtout, c'est-à-dire sur les enfants, sur la vie, non pas pour les embêter, pardon, mais parce que du coup, je m'autorise aucun droit à l'erreur, parce que si toutefois il y avait une faille, je me dis on va finir par dire qu'elle a raison. C'est là alors que c'est difficile. Alors que franchement, jusque-là, Florence, vous meniez de front énormément de choses. Oui, peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est la question aussi que je me pose. Alors ça, c'est autre chose. Voilà, je pense qu'il y a un mélange de tout. C'est peut-être Alors que si c'est vous qui vous posez la question, que ça vient de vous, pourquoi pas. Si c'est elle qui a distillé un poison vénéneux. Oui, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes. Parce que c'est vrai qu'entre vos activités de conseillère municipale, votre activité professionnelle dans laquelle vous êtes très investi, vos enfants qui sont grands, mais enfin peut-être que vous avez un peu envie de lever le pied sur certaines choses, et peut-être en ce moment où vous vous sentez un petit peu fragilisé, mais je veux dire, parce que vous savez que c'est quand on se met le plus la pression que justement dans l'angoisse on peut justement être c'est là où on peut faire des erreurs, parce qu'il y a trop de stress, il y a du bon et du mauvais stress, parce que jusque là tout ça vous réussissez très bien. Vous avez jusque-là, ça allait. Mais vous êtes un peu dans le contre-coup.
Voilà, dans le contre-coup. Alors qu'au fond, vous êtes beaucoup plus forte psychologiquement qu'elle. Vous aviez affaire à une personne en fait très fragile. Hein. Oui, possible. Ah ben c'est pas possible, c'est même certain. Ouais. C'est même certain. Elle écrasait, mais parce qu'en fait c'était pour combler ses failles narcissiques. Ouais. En attendant, voilà. Alors, en même temps, c'est vrai que, comme dit le subversif, ça vous a fait violence. Parce que c'est une forme de violence, évidemment, et c'est logique que ça vous ait heurté. Alors, si vous sentez que cette angoisse va crescendo, c'est vrai qu'il dit, il est possible d'aller en parler aussi. Parce que quand on a été comme ça fragilisé moralement dans le cadre de son travail, bien sûr que vous pouvez aussi aller en parler, avoir quelques séances là-dessus, vous voyez, pour ne pas vous laisser envahir par un stress comme ça qui a porté atteinte finalement un peu à l'estime que vous avez de vous-même, ce qu'a fait cette personne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vous lancer dans une analyse, mais de faire un peu un travail sur ça, d'avoir quelques séances là-dessus. Il est toujours possible d'avoir ce recours-là ponctuellement. Voilà, parce que, bon, effectivement, aujourd'hui, du coup, voilà, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que j'en profite aussi pour complètement me réorienter au niveau professionnel? Oui, alors moi, là, attention, parce que je crois que là, elle a touché à quelque chose. C'est là où elle a fragilisé, et là je pense qu'effectivement ça serait important d'en parler, parce que ça, je sais pas si c'est vous qui parlez ou si elle a touché à quelque chose qui vous fragilise, parce que je ne sais pas si vous vous seriez fait cette même réflexion si elle n'avait pas été là. Non. Alors ça peut être constructif. C'est-à-dire que au fond, ça peut déboucher sur quelque chose de constructif pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez le transformer en disant pourquoi pas une réorientation, mais sur quelque chose qui vous plaît, auquel vous aspiriez et que vous n'auriez peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cela. Mais à partir du moment où vous le décidez, mais que ça ne soit pas réactionnel, parce qu'au fond, elle vous a fait douter profondément. Voyez. Oui, certainement que c'est plus réactionnel comme vous dites. Voilà, j'ai peur que ça soit un peu réactionnel, hein, tout ça. Parce que comme j'étais sur le poste j'avais été embauchée sur ce nouveau poste en mobilité interne depuis peu de temps. C'était déjà un nouveau départ qui était pas voué à se stopper aussi vite. Pour l'instant, c'est pas arrêté. On va accueillir Daniel qui est avec nous au 39-21 et qui patiente depuis un bon moment. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors là, je me retrouve complètement dans le témoignage de... Quel est votre prénom déjà ? Florence, parce que j'ai subi exactement ça, mais alors dans la fonction publique territoriale, figurez-vous, c'est amusant que vous soyez conseillère municipale, parce que moi je suis directrice générale adjointe de service, et j'ai subi ça, donc j'étais la numéro 2 de ma numéro 1. C'est-à-dire, j'imagine qu'au départ, cette dame, quand elle est arrivée, ça se passait bien. Vous avez beaucoup d'ancienneté, donc elle a dû écouter et se servir de vous pour bien connaître l'entreprise. Oui, sauf que si vous émettiez l'hypothèse que vous pouviez lui apprendre de votre expérience de l'entreprise quoi que ce soit, c'était pas... Non, de votre ancienneté, enfin de la connaissance des gens. Voilà, mais quand je... Enfin bon, elle en a pas profité spécialement. Elle aurait plutôt tendance ça l'a dérangée alors. Voilà, ça l'a dérangée. Dans un premier temps, ça n'a pas dû démarrer tout de suite. Enfin, en principe, les personnes narcissiques, comme l'indiquait tout à l'heure Caroline, moi je suis tombée sur un cas qui avait fait plusieurs victimes dans d'autres communes. Et on le savait pourtant, mais enfin bon. Et donc, effectivement, au départ, ils ne supportent pas les gens qui ont de l'ancienneté et qui viennent d'être affectés sur un nouveau poste, ce qui était également mon cas. Et je me suis retrouvée je me retrouve dans la même spirale que vous. Enfin, je me suis retrouvée, parce que ça n'est plus le cas, mais à me dévaloriser, à croire que je ne savais plus rien faire, que j'étais de moins que rien et que les nouveaux arrivaient, elle était plus jeune que moi et que voilà, j'étais bonne à mettre au rencard et c'est allé très très loin parce que moi j'ai résisté 10 ans. Oui. Alors voilà, en fait c'est ça, on finit par se demander ce qu'on vaut. En plus là, bientôt 46 ans. En même temps que je me trouve pas vieille du tout, dans le monde professionnel. Est-ce que ce que vous faites vous plaît ? Dans le privé, là, vous êtes dans cette société depuis longtemps. Est-ce que ça vous plaît ?
Bon, on n'a plus. Elle pourra pas vous répondre, Florence. Je me disais, tiens, il y a un temps de silence. Ah bon, oui. Il y a un temps de. Il y a un temps de silence, mais parce que je me disais hésitation peut-être, mais c'est parce que il y a un problème de batterie avec son téléphone et peut-être effectivement il y avait un moment que Florence était en ligne et nous n'avons pas. Bon, écoutez, peut-être qu'elle parlait de reconversion, ça sera peut-être l'occasion d'en parler. C'est peut-être. Si elle se trouve bien dans son entreprise. Moi, c'est mon cas. Je suis passionnée par le service public. Et je n'ai pas changé, j'ai tenu bon, mais j'y ai laissé une partie de ma santé. Le conseil que je voulais lui donner, si elle nous écoute, elle a peut-être allumé la radio. Oui, je pense. C'est que surtout, vous pouvez éventuellement lui donner mes coordonnées téléphoniques, parce que le fait qu'elle soit élue locale, en plus, ça m'intéresse. Mais parce qu'il faut vraiment se protéger. Moi, j'en suis allée jusqu'à la maladie de Parkinson et je suis persuadée que c'est ça qui m'a fait chuter. Parce que j'ai résisté et j'avais pas le système nerveux certainement suffisamment costaud pour résister à une pression comme ça. Ça a été vraiment du harcèlement moral et même sexuel, parce qu'il se trouvait que cette personne avait aussi des vues sur moi, ce que je n'ai pas réalisé au départ. Enfin, c'était une femme, mais j'ai pas pensé du tout. Et à partir du moment effectivement où j'ai mis de la distance, où j'ai repris mon caractère professionnel, ça s'est gâté. En tout cas, merci de votre témoignage, Daniel. Et puis, pratiquement. Écoutez, merci beaucoup alors d'avoir réagi. Et puis, nous transmettrons vos coordonnées à Florence. Qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Franchement, c'est du copier-coller là. Merci beaucoup en tout cas alors d'avoir réagi à l'antenne. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Louis Aubert, demain sera parfait. Un petit message de Prune qui dit allez, vous devriez peut-être en parler, Florence, vous vous sentirez plus forte. Et justement, le suricate dit ce rapide message pour saluer Prune, dont j'aime le côté direct, autant que j'aime le style de message du subversif. Et puis, un petit clin d'œil amical à la chouette qui me dit je ne rate jamais vos émissions. Ben oui, c'est normal, hein, une chouette est debout à cette heure-ci de la nuit. Allez, on accueille maintenant Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Alexandre. Alexandre, on s'est déjà eu au téléphone il y a déjà quelques temps. Ah bon? Oui, je travaillais de nuit et je vous avais appelé, j'étais gardien. Enfin, je suis un peu toujours gardien, je fais plusieurs métiers à ma branche quand je suis dans la rénovation. Le soir, je ferai un petit commerce. Enfin bon, voilà, je bouge. Oui. Et puis il y a un an, le 11 septembre 2009, comme je disais, je voulais plus rencontrer personne, que j'ai eu des histoires qui m'ont fait souffrir. Et puis j'ai recherché un ami sur Facebook, un copain, et je l'ai pas trouvé sur Facebook, mais j'ai trouvé un anonyme, une dame quoi, qui s'appelait, comme elle s'appelle Lina, bon, je dirais pas le nom. Et donc je lui ai demandé si elle était de la famille, et puis on est resté en contact. Elle m'a dit non, mais on est resté en contact. On s'est échangé d'abord nos adresses MSN, Facebook dans la foulée, nos téléphones. Et puis j'ai fait le pas le 28 octobre 2009. Je suis allé en Belgique. Oui. Et je suis resté une quinzaine de jours. Et puis elle a décidé de venir avec moi en France. Moi je suis en France, je suis à Grenoble. Donc dans la région de Grenoble. Donc j'avais un chantier à faire à Paris. On a refait un appartement ensemble. On est resté plus d'un mois et demi, au mois de décembre de l'année dernière. On est rentré en Belgique en février et on est reparti en France. Et puis ça a duré jusqu'à maintenant. Enfin, le 29 novembre de cette année, elle a décidé de partir suite à des petites querelles de couple, mais qui n'étaient pas méchants. Moi, j'ai fait passer l'électricien à la maison pour mettre un câble d'antenne pour qu'elle ait la télé dans la cuisine. Et elle n'est pas venue sur le chantier avec moi. Et l'électricien m'appelle à midi, me dit il n'y a personne chez vous. Je dis pardon, ma femme est là. Elle m'avait pas averti, elle a pris ses affaires, en 2 heures elle avait foutu le camp. Donc là maintenant ça va mieux, elle a passé Noël parce qu'elle a des petits-enfants, hein, elle est de 51, oui. Moi je suis de 59, elle a des petits-enfants, donc 3 ils sont mignons tout plein, 3 enfants, et elle est en Belgique, elle a passé Noël, jour de l'an, et elle devait rentrer, ça allait mieux entre nous, au début elle voulait plus m'entendre parler. Mais pour quelle raison ?
Pour quelle raison elle voulait plus? Elle en avait marre, soi-disant j'avais un mauvais comportement, bon moi j'avais mes petits soucis, je bossais, on faisait des chantiers, mais bon, elle a jamais voulu m'avouer, mais moi je savais très bien que ses enfants, ses petits-enfants, je suis une maman poule en plus, donc là elle leur fait à manger, elle les reçoit. Oui, mais quand elle disait mauvais comportement, elle faisait allusion à quoi? Ben moi des fois j'avais des soucis, j'étais pas toujours gai, bon dans la vie, hein, il y a des hauts, des bas. Oui. Bon, maintenant j'ai fini de payer mes crédits, je vais me racheter une voiture, je vais rembourser un crédit que ma mère m'a pris, parce que je pouvais pas prendre de crédit. Je suis plus en dossier de surendettement, mais je suis encore fiché, donc je peux pas prendre de crédit. Donc je me suis arrangé avec ma mère et il n'y a pas eu de souci, elle a pris le crédit à son nom et moi je lui rembourse. Il y a pas de souci de ce côté-là, donc tout baigne. J'ai pris un garage, pour l'instant je mets ma voiture et elle a une petite Nissan. Donc mon ami avait une Nissan Cabriolet et moi j'ai dit comme ça la Kangoo je la mets en garage, j'ai tout mon matériel, parce que je mettais tout dans une petite cave d'ailleurs où habitait ma mère. Donc je suis en dehors de Grenoble, donc il fallait toujours aller vers Grenoble pour pouvoir bosser, donc c'était pas évident. Donc là maintenant j'ai un garage depuis 3 mois et je mets ma voiture. Puis elle me dit ouais mais c'est la Nissan qu'il faudra mettre et tout. Bon, et je dis si tu veux. Au début j'étais pas chaud. Puis bon comme je voyais que ça lui faisait pas trop plaisir, j'ai cédé. Non mais ça attendez, les problèmes de voiture c'est pas ça qui le problème il est pas là hein, Alexandre. Hein. Non le problème n'est pas là. Bon. Mais bon c'était pour vous expliquer entre Oui mais ça c'est votre problème à vous. Mais nous là on se perd un peu hein dans vos problèmes de garage et de voiture. Voilà. Ouais. Mais donc elle est partie le 29 novembre en me disant que ça peut plus faire. Oui, mais ça c'est pas à cause d'un problème vous me dites quand même, vous faites un peu l'anguille là, Alexandre. Vous me dites qu'elle s'est plainte d'un mauvais comportement. Et là, vous me dites, ouais, c'est vrai que parfois je suis un peu d'une humeur, un peu comme ça. Et puis là, vous m'embrouillez un peu avec vos problèmes de garage et de voiture. Je vois pas le rapport, hein. C'est quand elle revenait, quoi. Ouais. Elle voulait à tout prix mettre la voiture dans son garage. Oui, mais je vois pas le rapport, hein. Ouais. Donc on s'était arrangé, ça allait mieux jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a même sa photo sur sa page MSN, qu'on est tous les deux. Là, elle a déjà tout enlevé. Elle veut faire de nouveau un break. Elle veut rester à couiller. Donc moi j'y tiens, j'en suis malade. Je ne vis que pour elle. Et maintenant que ça va un peu mieux, aujourd'hui elle a tout cassé quoi. Et pour une histoire que je suis allé sur un site, pour pas le citer, c'est On va sortir dans la région, c'est-à-dire c'est des gens qui organisent des soirées et trucs comme ça. Et elle a cru que c'était un site de rencontre. Donc c'est vrai que c'est un site de rencontre, mais pas dans le sens qu'on Oui, on en a parlé dans l'émission. Non, c'est pas un site de rencontre, effectivement, rencontre amoureuse ou. Voilà. C'est vraiment pour faire des sorties. Voilà, des sorties. Et elle n'a pas pris comme ça. Elle a cru que j'étais dans un site de rencontre. Donc alors je lui ai expliqué que ça m'intéressait pas parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des femmes. Alors le problème c'est que j'ai plus d'amis. J'ai des amis femmes et des amis hommes. Je les vois plus. Parce que bien souvent, elle est jalouse, elle est possessive, et j'ai même pas le droit d'aller au cinéma. Si j'y vais, je suis obligé de me cacher parce que j'ai un fils qui a 17 ans, et c'est un ado, et il lui envoie des SMS, j'ai vu mon père au cinéma. C'est super gentil. Donc je suis obligé de lui cacher, je ne vis plus quoi. C'est votre fils qui lui envoie Ouais, mon fils, ouais. Et il n'y a pas que ça, hein. Tout ce que je faisais, c'était... je faisais rien de mal, hein. Mais et pourquoi votre fils vous en avez parlé à votre fils? Pourquoi lui, il nie. Elle veut pas que je lui en parle. Elle m'a toujours dit des trucs que mon fils savait. Et j'ai dit. Elle a dû passer un petit peu un petit contrat avec votre fils. Ouais, alors je sais pas. Certainement, hein. Elle doit lui donner, enfin, je sais pas, il doit y avoir quelque chose pour que votre fils se rentre dans le jeu. Oui, je sais pas, il doit y avoir pour qu'il se fasse comme ça le messager. Alors je m'empêche pas d'aller au cinéma, mais je me cache. J'ai attrapé même un Elle est hyper jalouse. Elle est possessive. C'est plus que jaloux. Je souhaite à personne d'être comme ça, de vivre ça, parce que c'est l'horreur. Et je ne vis que pour elle. Oui, mais alors vous aussi, oui. Alors c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas infidèle. Ah non. Et pour autant, elle s'imagine que vous avez des liaisons.
j'ai pas le droit. J'ai eu une cliente là, bon, elle a eu la bronchite, j'ai pas pu aller chez elle ce week-end pour faire du placo et tout ça. Oui. Et on a sympathisé. C'est une amie à une cliente à moi que j'ai. Ça fait 9 ans que je les connais. On a été manger justement avec elle, elle s'appelle Lina, avec ma femme là, chez ces amis-là. Et ces amis-là m'ont présenté une cliente qui voulait refaire des travaux. Donc on a sympathisé quand ils ont, et donc on se fait la bise sans plus. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Et ben même ça, elle veut pas que je lui fasse la bise. Ouais. Il y a rien. Voilà. Ouais, là, ça va très loin quand même. Ça va très loin. Et je sais plus. Là, elle m'a fait un mail qu'elle veut rester à Couillé. Je lui ai répondu. J'ai dit, écoute, t'es chez toi ici. Là, je lui ai envoyé des sous pour. Elle a une petite pension de son mari. Elle est veuve. Donc, pour réviser sa voiture, je lui ai envoyé. J'ai dit, écoute, c'est l'argent du ménage que je fais comme si qu'elle était avec moi. J'ai dit, je t'envoie. C'était 140 €. Je te les envoie. Oui. Je me sacrifie. Je te les envoie. Comme ça, tu peux réviser ta voiture. Il y a quelques temps de ça. Il y a 3 semaines. Ça allait très bien. Oui. On n'en sort pas des problèmes de voiture. Ne donnez pas le nom de la localité, ne redonnez pas parce que c'est un peu embêtant. Oui. Mais dites-moi, mais bon, là si elle vous parle d'un break, bon, et là je voulais plus qu'on parle de voiture, mais on y revient. Mais là, une pause, on va dire, parce qu'on va pas s'en sortir. Oui, tout à fait. Plus sérieusement, écoutez, laissez-la faire cette pause, qu'elle comprenne un peu, Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Alexandre? C'est de toute façon quelqu'un qui est hyper. Si elle est hyper, c'est même plus là, c'est même plus possessive. Si elle est dans une jalousie aussi chronique, aussi maladive, vous pouvez lui donner tous les gages de fidélité, ça ne la rassurera pas. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'ai fait. Ben oui, ça ne marchera pas. Donc après tout. Écoutez, parle de pause, laissez-lui faire sa pause. Là, ce soir, je lui ai répondu à son mail. Elle allait même sur ma page Orange, donc j'ai changé mon mot de passe. Parce elle allait sur moi, je ne me permets pas. Elle allait y aller, donc ça, elle l'a mal pris quand je lui ai dit ça. Donc elle m'a dit, alors elle a recroché au nez, donc je l'ai rappelé. Je dis, mais calme-toi, je te dis, j'ai trouvé bizarre que tu ailles. Donc et c'est là qu'elle a vu que j'avais été sur ce site, on va sortir. Que je trouve bien sans Oui, mais écoutez, elle regardera, si quand elle sera un petit peu calmée, elle ira voir sur ce site et elle verra d'elle-même que ce n'est pas un site de rencontre comme ça, amoureuse, érotique ou je ne sais quoi, et que c'est effectivement pour faire des sorties. Bon, mais elle, de toute façon, dans son esprit, elle va dire oui, pourquoi il veut faire des rencontres. Tout sera interprété à sa façon, Alexandre. Oui, donc, tout à fait. Il faudrait qu'elle comprenne, Alexandre, c'est pas en vous qu'elle a pas confiance dans le fond, c'est elle qui n'arrive pas à se faire confiance. Elle a un vrai problème vis-à-vis d'elle-même. Donc, soit il faudrait un peu qu'elle travaille sur elle-même. Et moi, je suis pas à la retraite, donc j'ai envisagé de vieillir avec elle. Ouais, je voyais déjà loin. Ouais. J'y croyais. Oui. Mais seulement j'ai dit le problème, si je laisse tout ici, moi quand je serai à la retraite et que je vais là-bas, déjà sa fille, elle veut pas me voir parce qu'elle est déjà partie 2 fois, c'est pas la première fois. Je suis allé la chercher en train, maintenant je peux plus parce que moi je distribue un journal le matin dans ma commune et j'ai tous les matins, j'ai plus de jours de congé à part le 1er mai, mais donc je peux plus partir. Le soir, j'ai mon site j'ai un magasin surveillé à mon compte. Avant la fermeture, je viens 3 heures jusqu'à la fermeture. Donc c'est à mon compte, je suis un auto-entrepreneur et je fais mes chantiers en peinture. Donc j'arrête pas. C'est pour ça que je m'en suis sorti. Mais j'ai dit quand on sera à la retraite, on sera bien tous les deux. Elle m'a dit oui, c'est ce que j'espère aussi. Mais ce que je crains, comme il y a sa fille, elle voulait plus me voir. Un de ses fils, bon, il va un peu mieux avec moi, mais c'est pas. Je m'entends bien qu'avec un seul fils, c'est le plus jeune. Je côtoie un petit peu de temps en temps quand il va, parce qu'il vit chez elle. Oui. Il est séparé de son ami, ils vont se remettre ensemble. Bon, il vit chez sa mère, donc je m'entends bien avec lui. Il n'a pas de problème avec lui, mais avec sa fille, c'est négatif. Alors j'ai dit, si je vais y avec elle, et puis que je laisse tout ici, et puis que bon, elle venait à partir avant moi, que les enfants ils me foutent dehors, je fais quoi? Mais depuis combien de temps vous êtes ensemble? Eh ben, je l'ai rencontrée le 11 septembre 2009. Oui. Et en septembre de cette année, là, elle est repartie. Enfin, elle est partie en août. Je suis allé la chercher en septembre. Oui. Voilà.
Et on est revenu, on a refait des chantiers ensemble. Et tout allait bien. Parce que quand vous dites refaire des chantiers ensemble, elle travaille avec vous de temps en temps. Elle travaille avec moi. Elle avait pas peur pour ça, de ce côté-là. Même à la maison, j'avais même plus rien à faire. Malgré que moi, j'aime bien faire mon ménage, mon repassage et tout ça. J'ai toujours vécu seul. J'ai eu des compagnes, mais je participais au ménage. Je faisais oui, tout. mais faire les chantiers avec vous, ça veut dire aussi être toujours avec vous. Au fond, ça l'arrange par rapport à sa jalousie. Comme ça, elle peut vous surveiller aussi. Voilà. Bien souvent, je travaillais beaucoup avec les personnes âgées en rénovation. Ça l'arrange aussi, hein, que vous travaillez avec des personnes âgées. Hein. Voilà. Oui. La dernière, c'était une mémé de 86 ans, donc elle m'a laissé aller 1 ou 2 fois toute seule. Ah ça, oui, forcément. Là, il n'y avait pas de souci. Oui, oui. Là, la cliente que j'avais, là, que je devais faire le week-end dernier, oui. je devais aller avec mon voisin, elle était contente. Comme ça, j'étais pas seule. Oui, mais parce que c'était pas une dame âgée. Voilà, c'était pas une dame âgée, elle a une 40aine d'années. Ah oui, mais là, elle devait être plus inquiète. Voilà. Ouais. En plus, elle l'a pas vue. Elle m'a dit, elle est certainement belle. Toi, tu regardes. Alors, quand on va au cinéma, c'est vrai que j'aime bien regarder les gens, mais sans arrière-pensée. J'aime bien le contact. Et j'aime bien regarder les gens, mais sans plus. Eh ben, elle le voit. Elle me fait des scènes pour voir. Oui, mais vous vous rendez compte, Alexandre, la vie que vous vous réservez ? Je sais, mais je suis accro et je sais pas comment m'en défaire. J'en sais rien. Je suis accro. J'ai des colis de 5 kilos. Bon, ça va très bien, j'avais des petits bourrelets. On va rigoler de ce côté. Bon, alors c'est bien alors. Mais j'ai peur pour la suite, quoi. J'ai peur. Je sais plus comment m'en... Mais oui, mais vous empêche de vivre. Je respire plus, d'ailleurs, moi, j'aimais rire. Je suis quelqu'un que j'aimais vachement rire. J'aimais la vie. Quand je vais au cinéma, je me cache. J'aimais voir 3-4 films. Mais c'est pas possible quand même, ça. C'est pas une vie. Même moi, je m'en connais plus. Et j'aimais bien aller au théâtre. Bon, maintenant, je ne peux plus travailler. Vous vous rendez compte, vous allez devoir sortir comme ça, là, caché, pour sortir au cinéma, comme si vous alliez, comme ça, on a l'impression que vous vous livrez à des choses, à des activités coupables, alors que vous allez au cinéma et au théâtre. C'est quand même extravagant. Ah, mais j'aime faire plein de choses. En plus, j'avais pris pour aller voir Frédéric François dans l'Ain. Il va passer le 18 juin. Même pour aller voir Frédéric François, il va falloir vous cacher. On devait aller ensemble, elle était toute contente le 18 juin. Parce qu'elle je comprends. Elle doit revenir le 5 mars. Moi, je l'espère. Oui. J'ai ça encore dans ma tête. C'est une activité hautement coupable, mais enfin bon. Comme dit le subversif, c'est une passion consumante dont vous brûlez visiblement tous les deux. Alors écoutez, il vous reste plus qu'à aller voir ensemble, je sais pas, un thérapeute de couple, parce que ensemble vous êtes mal, et puis séparés vous n'arrivez pas vous êtes profondément malheureux. Donc écoutez, à ce moment-là, rappelez-la et dites on est malheureux quand on est séparés, mais finalement quand on est ensemble, on n'arrive pas non plus à bien vivre, alors faisons appel à un médiateur. Je crois que... Alors, si on est heureux, si je suis soumis, si je fais plus rien de ce que j'aime. Oui, mais c'est pas une vie non plus. C'est pas une vie, d'être soumis. Alors il y a des situations où ça peut être joyeux et sympathique un temps, mais pas dans la vie comme ça 24 heures sur 24. Donc à ce moment-là, faites appel à un médiateur, Alexandre, qui vous aidera à sortir un peu de cette situation assez infernale. Bon courage à vous. Au revoir. Et l'homme à la peau musicale. Et à propos de la Belgique, puisqu'Alexandre nous en parlait, je voulais saluer Serge qui nous envoie plein de bises de la Belgique. Et puis Eridan qui dit: Alexandre, vous semblez dispersé comme le vent. Abritez-vous de cet amour ou le chantier à reconstruire sera en vous. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Et à demain. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1.